Bienvenue sur cet épisode des Jasettes de l'Espoir. Mon nom est Karine Guillemette, responsable de l'aide aux familles pour la Fondation des gouverneurs de l'Espoir. Ce podcast a pour but de vous présenter des gens extraordinaires qui s'impliquent avec la Fondation, que ce soit à titre de bénévoles, de donateurs, mais surtout de vous présenter ces merveilleuses familles touchées par la maladie de leur enfant. À travers ce podcast, nous voulons mettre en valeur leurs histoires et vous partager l'impact que notre organisme a dans la vie des familles que nous soutenons. Au nom de la Fondation des gouverneurs de l'Espoir, je vous souhaite une bonne écoute. Salut, Patrice Bélanger. Très heureux de vous accueillir dans cet autre podcast, cette autre édition des Jasettes de l'Espoir. Et là, j'ai un sourire un peu niaiseux d'en face parce qu'on m'a fait une petite surprise. Parce que, bien que la Fondation, bien sûr, vienne en aide, si vous ne la connaissez pas, je vous la présente, Fondation des gouverneurs de l'Espoir, qui vient en aide à des familles avec des enfants gravement malades et qui aide aussi à la recherche oncologique en hôpital et en équipement pour essayer de prévenir ou apaiser les souffrances de ces enfants-là. On m'a fait la surprise d'accueillir celle que je vous présente à l'instant. Ce sourire-là ne s'en ira pas. Et j'allais dire, bien qu'on parle d'enfants malades, c'est ça la Fondation des gouverneurs de l'Espoir, ça tisse des liens assez forts. Ce qui fait que la dame que je vous présente est une dame pour laquelle j'ai une immense admiration et un immense respect et qui est une des raisons, je dirais, assez fondamentales pour laquelle, ou parmi lesquelles, qui explique donc ma présence comme porte-parole, parce qu'elle m'a frappé droit au cœur dans les premiers instants où j'ai découvert ce qu'était la Fondation des gouverneurs de l'Espoir. Julie Vallière, salut. Salut. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Et merci de m'avoir fait la surprise. Ça me fait encore plus plaisir. Non, le plaisir est vraiment le mien. Et de l'autre côté, là, je comprends maintenant, juste avant qu'on ouvre les caméras et les micros, que ça a été le médecin qui vous a accompagné dans l'aventure avec votre Lilia Carole. Oui. Donc, je me tourne vers Dr Sébastien Perrault. Bonsoir, Sébastien. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Donc, tu es bien sûr docteur, mais tu es aussi donc chercheur et neuro-oncologue. Est-ce que je l'ai bien dit? Oui, c'est exactement ça. Ça a valu la peine de lire sur le monsieur juste avant. Et tout ça au CHU de Sainte-Justine, bien sûr. Donc, j'ai ce sourire parce que c'est à la fois triste et dramatique. Et j'ai hâte que tu me le racontes, bien sûr. Mais j'ai ce sourire parce que c'est ça. Et c'est quelque chose d'unique lorsque... Et là, c'est parce que, bon... Il faut que je vous raconte. Là, on fait un direct en différé et on l'a tourné dans le désordre. Donc, l'anecdote que je m'apprête à vous raconter, on a tourné la fin de ce podcast-ci un peu plus tôt aujourd'hui et je raconte un peu la même anecdote à Steve Bégin et Marquis Junior, qui sont des partenaires et un autre visage connu de la Fondation. Mais là, je ne peux pas ne pas vous le raconter en ouverture d'émission aujourd'hui et de podcast parce qu'il faut que vous compreniez le lien qui nous unit. Donc, moi, j'arrive comme remplaçant animateur à pied levé pour un animateur qui avait dû se désister à la dernière minute. Et j'arrive à la répétition l'après-midi lorsque ton conjoint Sébastien et toi, vous répétez votre mot, vous allez adresser le soir du bal des gouverneurs au gouverneur présent. Et il y a une vidéo qui joue. Donc, moi, j'arrive, j'ai une housse sur le bras, un sac de parfum puis de déodorant puis d'affaires pour avoir l'air chic. Et je découvre la Fondation cette journée-là. J'ai eu une semaine pour me préparer à ce gala-là. Et je m'en viens l'animer. Et il y a cette vidéo de la magnifique Lilia Carole qui joue avec des images. Là, la petite, elle joue du banjo, elle chante, elle fait un salut, il y a un sapin de Noël. Et spontanément, je me dis, bien joué. Ben oui, un partage où une famille vient raconter une enfant sauvée par la Fondation. Et là, les images se poursuivent et à peu près 40 secondes plus tard, ça dit au revoir, Lilia Carole. Et là, je fais au revoir. Qu'est-ce qui se passe? Et là, je connais personne. Là. J'ai ma housse et mon sac et je comprends que c'est pas une petite qui a été sauvée, c'est une petite qui malheureusement nous a quittés. Et Sébastien, Julie reprennent le micro et j'ai envie de te... Je vais arrêter de parler pour toi. Qu'est-ce que vous aviez à dire au gouverneur de l'Espoir ce soir-là? Ça se passera. Mais qu'est-ce que vous aviez à dire au gouverneur de l'Espoir, ce qui fait que j'ai compris dans la seconde ce qu'était cette fondation-là? Ben en fait,
commence rough, oui. Je suis désolée. Excuse-moi, c'est indélicat. Non, c'est correct. C'est pour ça que je suis là. En fait, c'est ça, ils nous avaient demandé de venir faire un partage pour présenter c'est ça, le parcours qu'on avait eu avec Lia Carole et surtout, en fait, la chance qu'on avait eue, la chance, entre guillemets, mais chance dans notre malchance, d'aller faire un traitement à Philadelphie. En fait, le traitement en soi est payé par la RAMQ, tout va bien, tu sais, c'est merveilleux, mais pas tout le reste, puis les comptes continuent de rentrer de toute façon. Donc, tu sais, les options, c'est soit que, tu sais, Sébastien reste à la maison, qui continue de travailler, puis qui fasse des allers-retours à Philadelphie la fin de semaine, mettons, ce qui est absolument impensable. Fait que la Fondation, en fait, nous ont aidés financièrement à payer tous nos comptes pour qu'on puisse prendre les 2 congés sans solde pour aller passer, c'était presque 3 mois là, en tout à Philadelphie. Donc, c'est ça, c'est un traitement qui n'existait pas ici, fait que c'était une chance qu'on avait d'aller là-bas. Puis, en fait, on a beaucoup voyagé pour le plaisir avec Lia Carole, mais ce moment-là, même si on était là-bas pour des traitements, elle avait des traitements tous les jours, ça a été quand même dans les plus beaux mois de notre vie avec elle. C'était merveilleux. C'était merveilleux d'être ensemble là-bas. Puis, en fait, nous, on en profitait pour visiter la ville, pour faire plein de trucs. Fait que la Fondation nous a permis ça, d'être là-bas, puis de ne pas penser à « on va se faire saisir notre maison parce qu'on ne peut pas la payer ». Et c'est là où vous m'avez frappé en plein cœur, parce que vous comprenez que la petite Lia Carole nous a quittés depuis, mais de comprendre, quand j'ai saisi que que pour des parents endeuillés que vous étiez, de venir dire à ces gouverneurs et à cette fondation-là, merci de nous avoir donné cette bulle, c'est ce que vous disiez ce soir-là, de ces moments, malgré l'horreur de ce que vous viviez, qui était quand même un moment où vous étiez exclusifs les 3, sans parasites, sans soucis, entre guillemets, pour être totalement dédié à votre petite. J'ai fait, OK, il y a une fondation qui fait ça dans la vie. Et à ce moment-là, j'ai voulu m'impliquer juste un peu plus à chaque fois. Alors, tu es avec Sébastien et Lia Carole, la raison ou les raisons pour lesquelles je suis ici et le très fier porte-parole qui trouve qu'il n'en fait jamais assez pour cette fondation-là, qui fait ce genre de différence-là. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien. On a une nouvelle petite croquette. C'est peut-être c'est elle que vous entendez au loin, les voix d'une jeune fille d'à peine 2 ans. C'est votre nouvelle popoune. Oui, Elena. En fait, avoir un deuxième enfant, ça remplace pas, ça remplacera jamais. Ça vient juste mettre un baume. Puis en fait, pour moi, c'était impossible de ne pas avoir d'autres enfants. Donc, c'est ça. Ça va bien. Ça va. Je suis contente de te voir. Excuse-moi, j'ai parti ça raide un peu. Non, c'est parfait. Non, c'est parfait. Mais en fait, je veux juste revenir 2 secondes sur Philadelphie. Tu sais, Lia Carole n'a jamais su qu'elle était malade. On n'a jamais abordé ça avec elle. Ah ouais, ça, je savais pas. Puis, tu sais, pour elle, aller à l'hôpital, c'était aller faire des tests. Fait que quand on était à Philadelphie, en fait, quand on partait le matin pour aller à l'hôpital là-bas pour aller faire des tests. Pour elle, c'était juste des tests. Fait qu'on revenait après, les tests étaient finis, on la laissait s'en remettre un peu, puis, tu sais, on allait jouer. Fait que, oui, on était dans la maladie pour nous, parce que, bon, on y pensait toujours, mais reste que dans notre quotidien, c'était des tests. Fait que c'est ça. Merci de la précision. Ça fait plaisir. Et je me tourne vers Docteur Perrault, Monsieur Docteur. Je vais t'appeler Monsieur Docteur. Mais vous deux, vous connaissez donc parce que tu as été, si j'ai bien saisi, le médecin traitant de Lia Carole à Sainte-Justine. C'est bien ça? Oui, effectivement. En fait, Lia Carole, c'est une de mes premières patientes quand j'étais de retour à Sainte-Justine. Puis même si ça fait déjà plusieurs années, là, je me souviens de où on était là, quand on s'est rencontrés pour la première fois, à l'urgence, après qu'elle soit présentée, là, justement parce qu'elle était moins bien, puis qu'on avait les résultats de l'imagerie là, pour la première fois. Et c'était la première d'une série de longues rencontres avec des hauts quand ça allait bien, puis des bas quand on avait des rechutes.
Mais on a tissé un lien particulier là, Mais avec justement, la famille. comment vous décririez de part et d'autre, j'ai le goût de vous entendre tous les deux, parce que toi, ça demeure quelque chose de professionnel, forcément, c'est ton quotidien comme chercheur et neuro-oncologue, de dealer avec ce genre de maladie-là, avec plusieurs familles, avec des enfants, des jeunes, des moins jeunes. Quel genre de relation ça crée pour le parent qui boit les paroles et qui ne s'en remet qu'à son docteur pour la suite? C'est quel genre de relation que ça crée? Ben mon Dieu, c'est que, tu sais, on a passé 3 ans de notre vie presque ensemble. Tu sais, on se côtoyait toutes les semaines à l'hôpital. Puis j'ai vu Sébastien plus souvent que toutes mes amies pendant ces 3 années-là, beaucoup plus souvent que toute ma famille. Puis, tu sais, pas juste Sébastien, Marie-Hélène, son infirmière, puis toutes les autres infirmières, préposées, etc. Fait c'est tellement intense que tu vis, puis reste que tout le monde extérieur ne comprenne pas ce qu'on vit, mais lui, il comprend. Puis, on apprend à se connaître là-dedans, fait qu'on apprend à lire dans ses yeux. Quand on rentre dans son bureau puis qu'on attend les nouvelles, il n'y a même pas besoin d'ouvrir la bouche, puis on sait déjà s'ils sont bonnes ou s'ils sont pas bonnes. Mais tu sais, je me rappelle que Sébastien, quand il nous donnait des mauvaises nouvelles puis qu'on retournait à la maison, ben le lendemain, c'est arrivé qu'il nous appelait pour savoir comment on allait. Ah, ouais. Puis finalement, je vais regarder ça, on va peut-être trouver autre chose, tu sais, on va trouver... C'était pas... Sébastien, la première chose qu'il m'a dit cette journée-là à l'urgence quand on s'est rencontrés, le 19 septembre 2013, quand Lia Carole est rentrée à l'urgence, il s'est agenouillé devant moi, puis il m'a dit « C'est pas de ta faute. Peu importe ce que tu as fait pendant que tu étais enceinte, c'est pas de ta faute. » Puis cette phrase-là, je me rappelle de son regard, je me rappelle tellement... C'est probablement une des phrases les plus importantes qui a été dite dans ma vie, là. Puis, même à ça, tu finis par te sentir coupable à un moment donné. Mais des médecins comme Sébastien, il n'y en a pas des millions sûrement, mais il devrait en avoir... tout le monde devrait avoir un médecin comme ça. Et c'est comment... excuse-moi. Non, excuse-moi. Mais non, je t'en prie. Tu développes... tu sais, je l'aime, là. Pas d'amour, mais je l'aime, là. Puis quand j'ai su que je faisais ça aujourd'hui avec lui, j'étais tellement contente d'avoir la chance de le revoir. Parce que, c'est ça, non seulement du jour au lendemain, tu perds ta fille, mais tu perds tous les repères que tu as eus dans les 3 dernières années. Mm-hmm. Tout ton quotidien change. Ne plus. Ah ouais. Et est-ce que tu réalises, toi, Sébastien, que c'est ce genre d'effet ou d'impact-là que tu as à chacune de ces annonces que tu dois faire, bonnes ou moins bonnes, à toutes ces familles à qui tu dois donner le compte-rendu des résultats de tests de leurs enfants? Bien, c'est sûr qu'on ne peut jamais se mettre à la place des familles, là, mais on comprend que, tu sais, peu importe que ce soit des bonnes ou mauvaises nouvelles, c'est tellement important pour eux. C'est des événements qui vont les marquer pour toujours. Donc, peu importe ce qui se passe alentour, on essaie d'être vraiment là pour eux dans ce moment-là, pour les accompagner le mieux possible. Là. Parce qu'on sait que c'est tellement important, c'est leur fille. Puis, peu importe le diagnostic, que ce soit bénin ou malin, mais tu sais, c'est comme une injustice pour eux. Tu sais, c'est un enfant qui était bien il y a quelques semaines, puis là, soudainement, elle commence à avoir mal à la tête, des troubles d'équilibre, puis là, on diagnostique avec une tumeur cérébrale. Donc, la première question, tu sais, des familles, c'est, ben, tu sais, qu'est-ce que j'ai manqué? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Tu sais, le médecin, quand je l'ai vu il y a 2 semaines, est-ce que ça serait différent? Puis la réponse, c'est que ça aurait malheureusement rien changé. Fait que c'est d'essayer de repartir de ça et de dire, OK, mais maintenant, tu sais, qu'on sait c'est quoi le problème, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu sais, que ce soit comme via la chirurgie, la chimio, la radiothérapie ou juste observer, là, des fois. Comment tu fais, Sébastien, pour... Moi, je serais incapable... Je pense que je veux pas dire que t'es pas sensible, mais d'avoir ce détachement. C'est la première fois que je raconte le moment de notre rencontre en décrivant ce que j'ai vécu sans casser en cours de route. C'est la première fois que ça arrive. La preuve, c'est que tantôt, quand vous allez me revoir raconter ça à Steve Bégin, je casse au milieu parce que j'étais pas encore capable. C'est peut-être juste parce que ça fait 2-3 fois que je le raconte aujourd'hui pour les besoins de la cause. Mais comment tu fais pour parce que tu négocies, tu gères ce genre de situation-là quotidiennement, à répétition, avec des familles qui, forcément, pleurent parce qu'ils encaissent des nouvelles. Comment tu fais pour toi, fois après fois, être capable d'avoir le détachement, je sais pas si c'est le bon mot là, qui va là, mais comment tu le vis, toi, émotivement, veux pas
c'est ça, complète. Ouais, mais je pense pas qu'on se détache, justement. Je pense que si là, si on a un détachement complet, je pense que les familles le sentent, puis ça devient moins sincère, puis ils se sentent moins accompagnés. Donc, on essaie vraiment de comprendre où ils en sont, puis d'y aller vraiment avec leurs sentiments. Il y a des familles qui, justement, vont s'effondrer, puis ils vont juste pleurer, puis on ne pourra presque pas transmettre d'informations, alors que d'autres vont être très dans les faits. C'est quoi les pourcentages? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les prochaines étapes? Donc, il n'y a pas une annonce qui est pareille. Mm-hmm. Mais toutes les annonces sont difficiles, on ne se le cache pas. Mais ce qui vient par la suite, c'est ça qui nous permet de continuer. C'est-à-dire que même quand on sait que c'est difficile, on sait qu'on n'aura pas de traitement, on voit qu'il y a des moments de bonheur dans la famille, qui vont aller voyager, qui vont avoir des moments avec leur enfant qui sont inestimables. On voit que l'enfant, malgré les traitements, va juste vouloir continuer de jouer, de dessiner, de courir dans le corridor, là, même si on vient d'annoncer à leur famille que la tumeur est revenue. Donc, cette résilience-là des enfants puis des familles est exceptionnelle. Puis, c'est ça qui nous permet de continuer. Puis, je dirais que c'est beaucoup l'équipe aussi. Julie, tantôt, parlait de Marie-Hélène, les autres infirmières pivots. Sans eux, sans cette équipe-là, je pense pas que c'est quelque chose qu'on peut continuer à long terme. Donc, c'est vraiment l'équipe, puis avec les autres professionnels de la santé, mais aussi qu'on forme avec les familles. Parce que, comme on disait tantôt, on les voit des fois chaque semaine, des fois plusieurs fois par semaine. Fait qu'on connaît leur quotidien, leur travail, qu'est-ce qui se passe. Puis autant eux nous lisent que justement qu'on a une mauvaise nouvelle ou une bonne nouvelle dans notre ton, dans notre regard, mais nous aussi quand il y a des choses qui vont moins bien. Là. Je suis content de vous recevoir en même temps parce que je trouve que vous représentez et incarnez très bien les deux pôles de ce que fait la Fondation, c'est-à-dire l'aide concrète financière auprès des parents et des familles avec cet enfant gravement malade. Mais la Fondation investit aussi beaucoup au niveau de la recherche, bien sûr, pour essayer de trouver au niveau médical, au niveau à la limite machine, ce qui pourrait apaiser ou même prévenir l'évolution de certaines maladies, de stopper certains cancers. Et là, c'est rare que j'utilise mes outils technologiques ici, mais je veux juste lire le programme de recherche pour lequel tu es présentement, si je comprends bien, supporté par la Fondation des gouverneurs de l'espoir, projet de recherche clinique de thérapie ciblée en neuro-oncologie pour toi, en lien avec les tumeurs bénignes. Est-ce que tu veux un peu nous expliquer comment la Fondation vient en aide à ça? Donc, ils injectent de l'argent, bien sûr, et pourquoi cette recherche-là? Quel est l'objectif recherché? Donc, en fait, le projet de recherche qu'on a mis de l'avant, c'est vraiment effectivement pour le traitement des tumeurs qu'on va dire bénignes, mais en fait, c'est probablement un mauvais terme, c'est des tumeurs qui ont une lente évolution, mais qui ont souvent beaucoup de morbidité, c'est-à-dire qui vont entraîner des atteintes visuelles, des troubles d'équilibre. Puis c'est des tumeurs que, des fois, on peut juste resséquer, puis il n'y a pas besoin d'autres traitements. Donc ça, c'est le cas idéal. Les neurochirurgiens sont contents, ils les enlèvent, puis c'est terminé. Mais pour beaucoup de ces enfants-là, c'est situé dans des endroits du tronc cérébral, par exemple, ou très profondément au niveau du cerveau, ça ne peut pas être enlevé. Donc, il reste toujours un morceau de... OK, donc la tumeur n'est pas invasive au niveau de la durée de vie de l'enfant, mais de sa qualité de vie, oui. Exactement. Il y a très peu d'enfants qui vont en décéder, mais l'impact sur leur qualité de vie, leurs apprentissages est majeur. Ah ouais, OK. Puis beaucoup de ces lésions-là sont réfractaires au traitement. Donc, il y a des chimiothérapies standards, mais même après comme 1 an et demi de traitement intraveineux presque chaque semaine, 6 mois plus tard, un an plus tard, la tumeur va revenir. Donc, ils ont une 2e ligne de traitement, 3e ligne, des fois la radiothérapie, d'autres chirurgies. Donc, il y a des enfants qu'on suit depuis qu'ils ont 6 mois, puis ils sont rendus à 8, 10 ans, puis ils sont toujours sous traitement. Donc, c'est des familles qui font les allers-retours entre chez eux et l'hôpital depuis longtemps, là. Donc, pour un peu améliorer les traitements en termes de réponse, que ça soit plus efficace, mais aussi en termes de qualité de vie, on a mis sur pied cette étude-là qui se base sur finalement les anomalies génétiques qui sont dans la tumeur qui font en sorte qu'elle pousse. OK. Donc, quand on parle de thérapie ciblée, c'est des molécules qui viennent bloquer la prolifération de la tumeur. La plupart, c'est des molécules qui sont par la bouche. Donc, ça, c'est un autre avantage. C'est des médicaments qu'on donne par la bouche, qu'ils prennent à la maison. Puis, nous, on fait des visites de suivi pour s'assurer que ça va bien. Et là, je voyais que c'était 2021, le début du projet de recherche. Donc, ça a à peine 1 an. Mais est-ce que déjà, il y a des résultats ou des statistiques qui sont probantes ou qui augurent bien?
Donc, ça fait, même si c'est un peu avant 2021 qu'on a commencé, puis en fait, on a recruté plus de 100 patients sous l'étude. C'est une étude qu'on a développée au niveau pan-canadien. Donc, c'est parti de Sainte-Justine, mais le CHUL, le McGill est impliqué, mais aussi jusqu'à Vancouver. Donc, il y a 7 centres qui ont été impliqués parce que, justement, mes autres collègues en neuro-oncologie voyaient le bénéfice de ces traitements-là. Donc, au travers des dernières années, on a recruté plusieurs patients, ce qui veut dire qui ont été traités. Puis, jusqu'à présent, on voit que la grande majorité présente une diminution de leur tumeur, donc plus de 70%, et qui habituellement, c'est bien toléré. Donc, très peu de patients qui ont dû arrêter leur traitement à cause des effets secondaires. Parce que c'est ça le but aussi, c'est-à-dire que on veut bien faire diminuer cette lésion-là, mais on ne veut pas qu'ils ne puissent pas aller à l'école ou être avec leur famille à cause de ça. Donc, ça, c'était comme un des objectifs. Donc, faire diminuer, mais aussi avoir une bonne qualité de vie. Puis, jusqu'à présent, ça fonctionne très bien. Et donc ça, ce projet de recherche-là, avec plusieurs autres joueurs, bien sûr, mais peut avoir lieu grâce à des sous injectés par ce partenariat qu'il y a avec notre Fondation des gouverneurs de l'espoir. C'est bien ça? Exactement. Donc, sans l'appui de la Fondation des gouverneurs de l'espoir, on n'aurait pas pu mener à terme cette étude-là. Donc, de pouvoir compléter l'étude, d'aller jusqu'au bout, recueillir les données, puis les diffuser aussi, là, c'est-à-dire de justement partager notre expérience en termes de clinique, mais aussi en termes de résultats avec les autres collègues pour aller de l'avant par la suite, parce qu'on comprend que c'est juste une des étapes. Là. Donc, il y a cette étude-là, on bâtit sur les connaissances qu'on a acquises, on sait qu'on peut faire mieux qu'avant. Ça nous donne juste le tremplin pour aller plus loin par la suite. Et ça, c'est bien sûr un des projets de recherche que la Fondation parraine ou accompagne en termes financiers, mais vous comprenez qu'il y en a quelques autres, bien sûr, qui sont en œuvre pour, bien sûr, tenter de faire le maximum possible pour, comme on le disait, apaiser ou même stopper certaines évolutions de cancer et ou douleurs que vivent ces enfants au niveau de leur qualité de vie et de leur santé. Déjà, le temps nous presse de mettre fin à cette conversation que j'aurais poursuivie encore très, très longtemps. Parce que vous êtes ces deux pôles-là, j'ai envie je l'ai posé à quelques reprises au cours de ce podcast, mais pour celles et ceux qui nous écoutent en ce moment, qui découvrent peut-être la Fondation et qui se disent « Ah, j'ai à peine $1, j'ai à peine $10. » Il n'y a pas de petit montant, jamais. Tout don est exponentiel auprès de la Fondation parce que ça s'en va dans la cagnotte générale et on fait de la petite magie avec tous vos sous. Mais si quelqu'un regarde en ce moment Julie, Sébastien, et se demande est-ce que je devrais donner, est-ce que je devrais aller faire du bénévolat, ne serait-ce que pour la Fondation, qu'est-ce que vous pouvez dire pour pas tant les encourager à donner, mais juste la valeur de leur don, ce que ça représente dans ce que toi, tu as eu à vivre dans ton aventure avec Lilia Carole et toi, comme médecin accompagnant ces familles-là et chercheur de ton état? Ben mon Dieu, c'est sûr que tous les dons sont importants, puis je trouve que la Fondation porte très, très bien son nom, parce que c'est ça qui nous permet d'avoir encore plus d'espoir. Puis, tu sais, juste pour rajouter, Sébastien, au funérailles, tu sais, Sébastien, il est venu. Puis en fait, il n'est pas juste venu, il a amené le plus beau bouquet de fleurs inimaginable, parce que Lilia Carole, il faut savoir qu'elle tripait vraiment sur les marguerites. Oh, wow. Fait qu'on avait dit à tout le monde, en fait, c'était écrit dans l'annonce, là, du moins, d'amener des marguerites. Puis Sébastien, il est arrivé vraiment vers la fin. Puis il avait été cueillir lui-même un bouquet de marguerites dans le champ. Tu sais, il y avait encore la terre après, là, puis les racines. Puis je me rappelle que, tu sais, Sébastien puis moi, je veux dire, on était contents on n'était pas toutes là, mais tu sais, il y a plein de monde qu'on était contents de voir. Mais il y avait, parmi ces personnes-là, il y avait Sébastien qu'on était contents de voir, puis Marie-Hélène, puis tu sais, les gens de Sainte-Justine, justement, qui nous avaient accompagnés tout ce temps-là. Juste avant que je complète avec Monsieur Docteur. Lilia Carole nous a quittés en 2016. Ouais. Ça fait 5 ans. Tu as ta nouvelle popoune Elena qui est là depuis 2 ans maintenant. Comment ça va? Comment va la vie pour ton homme, toi, la petite famille, le trio que vous formez maintenant? Ça va. Ben c'est bien honnêtement, c'est quand même des montagnes russes d'émotions. Encore? Oui. Puis je pense que ça va toujours l'être. Bien qu'elles soient complètement différentes sur beaucoup de points, elles ont quand même beaucoup de choses en commun aussi. Veux pas, c'est des sœurs, puis on n'est pas devenus d'autres parents non plus. Puis d'ajuster, on était des parents quand même assez permissifs, là, je pense, avec Lilia Carole, dû à la situation aussi. Mais d'ajuster ça à un autre enfant qui
qui est en santé. Honnêtement, c'est pas toujours évident. OK. C'est ça. Et tu sais, est où la ligne que là, on était beaucoup trop lousse, tu sais? Puis, qu'est-ce qu'on peut se permettre ou pas? Puis, tu sais, on a vécu le pire avec Lia Carole, mais j'avais jamais géré ça, moi, une fièvre. Parce que quand t'avais fait de la fièvre, ben on allait à Sainte-Justine, puis c'était eux autres qui géraient ça. Nous autres, on était là, mais j'ai jamais géré notre titre. J'ai jamais... parce que Lia Carole, avant sa tumeur, elle avait jamais été malade. Jamais. Fait qu'il y a beaucoup de choses que j'apprends sur le tas. Et est-ce qu'on arrive à... Autant pendant ta grossesse et quand elle a des symptômes de quelque chose de bien comme... Je suis folle. Ah ouais, hein? Je suis folle. On ne va pas oublier enceinte, si je peux être très honnête, j'ai pas du tout... Pas du tout, mais j'ai pas tant que ça apprécié ma grossesse parce que je suis devenue folle. T'étais que dans la crainte. Ouais. Personne pouvait m'approcher, personne pouvait approcher ma bédaine. J'avais peur qu'il m'arrive quelque chose, j'avais peur de sortir de chez nous parce que... Puis, tu sais, j'avais vraiment la phrase de Sébastien, c'est pas de ta faute. Mais t'as coup que c'est de ma faute. Puis si jamais, tu sais, depuis ce temps-là, ils ont fait des recherches puis ils ont découvert que c'était peut-être génétique. Puis on avait déménagé, fait j'ai eu un autre médecin pour Elena. Puis un médecin vraiment merveilleux qui était au courant de ma situation. Fait qu'elle m'a dit, tu viens aussi souvent que tu veux. Fait que la première année, je pense que je l'ai vu tous les mois. Juste pour... ça prenait probablement 10 minutes, là, des fois, puis j'appelais, puis là, je disais, oui, je suis la maman d'Elena, je voudrais un rendez-vous. Oui, pas de problème, j'aurai demain, est-ce que ça vous convient? Comme si, tu sais, tout le monde était au courant, puis c'était probablement le cas, c'était probablement écrit dans son dossier. Puis quand j'arrivais, c'était comme si c'était tout à fait normal. Là, je me disais, tu sais, des fois, en y allant, voyons, t'es venue, il y a 3 semaines, tu sais, puis elle va bien... Mais c'était plus fort que moi. Puis là, à un moment donné, ça s'était passé, puis... mais, tu sais, chaque fois qu'elle a quelque chose, oui, on panique. Je comprends. En fait, je comprends. Je pense pas que je puisse comprendre, mais t'imagines. J'imagine. Ouais. Puis elle nous a fait des réactions allergiques dernièrement, tu sais, dont la dernière qu'on était un peu... tu sais, peut-être sur le bord de l'épipène, là. Puis, mon Dieu, tu sais, c'est puis moi, pendant que ça s'est passé, on était correct, là. Mais, tu sais, dès qu'on s'est dit, OK, là, elle est hors de danger, tout va bien, tu sais, elle fait dodo. Mon Dieu. Tu sais, les jambes molles, là. Je peux même pas imaginer d'avoir à appeler l'ambulance pour elle, là. Parce que ça rappelle... Trop d'affaires. Trop de... Fait que, d'après moi, on va être comme ça tout le temps. Parce que Lia Carole, elle va toujours être là quand même, puis c'est ça. Elle y ressemble, puis elle y ressemble, mais elle y ressemble pas, mais bon, c'est ça, c'est sa sœur. Est-ce que tu as hâte de raconter Lia Carole à Elena? Bien, en fait, là, elle commence elle comprend, elle dit qu'elle a une sœur qui s'appelle Lilia, parce qu'on a encore sa chambre. On a refait sa chambre presque pareil, là, du moins. Pour nous, c'est important. Je pense qu'il n'y a pas une façon de faire. On s'est souvent fait dire que c'était pas une bonne idée, puis qu'il fallait pas faire ça, mais que dans le bout de ligne, on s'est juste écouté. Puis, tu sais, pour nous, on s'était toujours dit que Elena mettrait jamais un morceau de linge de Lia Carole, parce que pour ça, c'était comme la limite qu'on n'était pas capable de franchir. OK. Ben, puis là, 2 semaines, j'ai juste ouvert son garde-robe, puis j'y ai donné un chandail. Puis ça s'est juste fait naturellement, puis c'est correct, tu sais. Puis il y avait... Si vous avez vu une photo de Lia Carole, vous avez sûrement vu Lia Carole avec Belle Douce, son lapin. Puis, tu sais, un moment donné, elle est allée dans sa chambre, puis elle l'a pris, puis on s'est regardé, Seb puis moi, puis on s'est comme dit, OK. Mais ça se serait... Parce qu'elle y aurait sûrement prêté. J'allais justement dire, si Lilia est encore là, comme grande sœur, elle aurait dit, tiens, la petite sœur, c'est sûr. Je te donne mon toutou, tu sais. C'était une petite fille, tu sais, très généreuse, Lia, puis elle partageait beaucoup, puis je le sais que... Je sais qu'elle y prêterait. Fait c'est ça. Souvent, c'est plus nous qui pensent trop loin. Puis des fois, on se dit, OK, on ramène ça à Lilia, qu'est-ce qu'elle ferait?
Je suis content de te voir. Moi aussi. Merci d'être là aujourd'hui. Ça fait plaisir. Monsieur Docteur, je termine avec vous. Ça, c'est la Fondation dans le quotidien, mais au niveau de la recherche, c'est essentiel que la Fondation continue de renflouer ses coffres, peu importe les moyens. Donc, les dons sont encore et toujours éminemment pertinents et importants. Oui, tout à fait. Effectivement, la première contact avec la Fondation, c'est via Julie et sa fille. Puis par la suite, quelques années plus tard, je me replonge avec la Fondation pour un projet de recherche. Puis effectivement, ça fait une différence énorme là, pour améliorer les traitements, la qualité de vie. Là. Donc, l'implication de la Fondation est essentielle pour ça. Là. Donc, ça fait vraiment une différence pour les chercheurs, que ce soit en neuro-oncologie, en oncologie générale ou dans d'autres domaines en pédiatrie, là, c'est essentiel. Là. Ben merci de ce que tu fais au quotidien pour sauver ou tenter de sauver ces enfants-là au plus haut et sommet de tes qualités et capacités de médecin, monsieur docteur. J'ai énormément d'admiration et de respect pour ce que tu pratiques et je trouve parfois que par le métier que je pratique, il y a un peu de lumière qui est mise sur nous, les artistes, à la télé ou à autres médias et trop peu sur vous qui faites de petits miracles pour des fois prolonger la vie d'un enfant, des fois littéralement lui sauver la vie. Alors, je suis content qu'aujourd'hui, on mette une face sur le nom de Monsieur Docteur Sébastien Perrault. Et merci de te dédier et de poursuivre non seulement les traitements au quotidien au CHU Sainte-Justine, mais d'avoir ce projet de recherche pour essayer toujours d'améliorer, bonifier et que la Fondation puisse contribuer à ces projets de recherche-là. On est juste heureux de pouvoir le faire grâce à vos dons et à votre appui. Donc, docteur, merci. Sébastien d'avoir été là aujourd'hui. Et merci à toi. J'étais très content, une très belle surprise que la Fondation m'a faite aujourd'hui pour lancer cette jasette de l'espoir. Prends grand soin de toi. Salut ton homme. Oui. Et la belle Elena juste derrière. J'envoie la main à quelqu'un qui est derrière la caméra. Belle Elena, bonne journée et prends soin de tes parents comme ils vont prendre immensément soin de toi. Puis vous autres, bien sûr, vous restez là parce que c'était le début de cette jasette de l'espoir qui se poursuit dans quelques années. Que je vous vois pas bouger de là, vous autres. Très content de poursuivre cette jasette de l'espoir avec le prochain segment parce que je pense que je vais être prétentieux au nom de la Fondation quelques secondes. Je pense qu'une fondation de qualité, c'est une fondation qui sait se renouveler. Et je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire avec les deux messieurs que je vous présente. Michel Parent, Joey Chabot. Salut. Bonjour. Vous êtes respectivement propriétaire et directeur marketing et vente de l'équipe de M18 AAA, les Grenadiers de Châteauguay. Exactement. Et c'est une toute nouvelle association de la Fondation des gouverneurs avec l'équipe. Très heureux d'en parler avec vous parce que il faut innover, il faut trouver des nouvelles façons de faire parler de la Fondation et de l'autre côté, d'initier des plus jeunes à cette fondation, à cette réalité qu'eux, ils sont en pleine santé, ils jouent au hockey, mais qu'il y a des enfants de leur âge ou plus jeunes qui n'ont pas ce luxe-là. Donc, très content de parler avec vous deux. Je vais commencer par l'âge avant la jeunesse, peut-être. En tout respect, Michel. Les cheveux avant. En fait, les moins de cheveux avant les... En tout cas, non, la couleur. La couleur des cheveux. OK, parfait. Donc, Michel, propriétaire des Grenadiers, est-ce que c'est ton initiative? Je me permets de te tutoyer. Est-ce que ça te convient? Oui, bon. Est-ce que c'est l'initiative de l'équipe ou c'est la Fondation qui a d'abord approché l'équipe? Dans quel ordre ça s'est passé? Dans quel ordre, Joey, c'est Joey qui m'a approché. C'est Joey qui est l'instigateur. C'est ça, exactement. Bravo, Joey. Joey avait trouvé un commanditaire. Okay. Puis la personne qui avait cette compagnie-là était aussi président de la fondation. Puis il a dit, Michel, ce serait intéressant que tu puisses les rencontrer, etc. Je dis, parfait. Donc, on l'a rencontré. Ça a duré le temps d'un lunch. Tout de suite, en partant, j'ai vu que c'est des gens super dynamiques, super sympathiques. Je dis, regardez, on va faire ça vite, là. Nous autres, on est intéressés. Moi, personnellement, je m'engage pour 5 ans avec vous autres, 10 000 $ par année. Puis l'équipe va faire aussi des levées de fonds pendant 50 ans. Après ça, on va renouveler notre mandat. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce qui fait que l'étincelle a pris feu aussi rapidement? Ben, aussi rapidement, je pense que ça se sent. Moi, je trouve que quand tu parles à des gens, il y a une certaine authenticité, puis des gens, puis ça, tu le sentais que cette authenticité-là était présente. Fait que souvent, ça donne rien de parler pendant des heures et des heures et des heures. Tu dis, OK, oui, je pense que c'est les bonnes personnes. Oui, la cause est excellente. Bon, puis avec nos jeunes à nous autres, on pouvait pas demander mieux que ça. Fait que c'était parfait. Fait que c'était une très belle approche de Joey à ce moment-là. Je m'en viens de Joey dans 2 petites secondes, mais donc, juste pour bien comprendre, donc, c'est 50 000 $, donc l'engagement de départ. Ouais. Donc, 10 000 $ que les Grenadiers par année sur 5 ans. Celle-là, je l'ai mis de côté parce qu'elle était personnelle. OK.
Puis, au niveau des grenadiers, qu'est-ce qu'on s'engage? OK, donc le 50 000, ça, c'est toi. Oui, c'est ça, exact. Ben, okay. Merci, tellement. Ben, il n'y a pas de merci, ça se fait de soi. Moi, je trouve que c'est nécessaire. Et en plus de ça, les grenadiers font des levées de fonds pour gonfler la cagnotte à chaque fois. Exactement, ça. Parfait. Je me tourne vers toi, Joey. Donc, j'aurais dû commencer par toi, finalement, parce que c'est grâce à toi si tout ça existe. Qu'est-ce que tu as décelé? Qu'est-ce qui fait que... Est-ce que c'est avec Patrick Cool? Est-ce que je devine que c'est Patrick, notre président du CA, avec qui tu as jasé? Donc, qu'est-ce qui fait que, après cette rencontre-là avec Patrick, est-ce que c'est lui qui a dit « Hey, ce serait le fun si ton équipe embarque » ou c'est toi qui as flairé et dit « Hey, je pense qu'on a là une belle opportunité de part et d'autre ». Non, ça s'est fait naturellement. Dans le fond, nous, les Grenadiers, on a une mission de développement avec nos jeunes, puis on met beaucoup d'emphase sur le développement social. OK. Puis là, on cherchait une cause avec qui s'associer, que nos jeunes pourraient participer, puis vraiment comme apprendre, puis se développer à travers ça. Fait que c'est en parlant avec Pat là, que l'idée est venue, puis depuis ce temps-là, ça fait 2 ans. Là. Ça s'est fait assez rapidement aussi. Mais là, justement, tu m'amènes sur un terrain qui m'intéresse vraiment parce que, bon, quand on est jeune adulte, je sais pas l'âge que tu as exactement, mais quand même, tu es, j'imagine, dans la vingtaine. Ouais, 20 ans. Voilà. T'as 20 ans pile? Non, 29. OK, il achève la vingtaine. Presque trentenaire. Donc, quand t'es presque trentenaire ou d'âge vénérable... on peut le dire, vas-y. Mais ils ont fait des gageux. 51? T'en oublies 15. 66? Ouais. Ah, ben là, j'exagère un petit peu à la baisse pour être poli, mais tu fais pas 66 ans. Mais ceci dit, quand on a presque 30 et au-delà de 65, et qu'on s'occupe de jeunes qui ont entre quoi, 15-17 après le M18? Exact. Comment, tu sais, j'imagine, là, j'essaie de me replonger, moi, adolescent, si je jouais au hockey dans la catégorie M18, mon rêve, c'est peut-être le junior après ou même la Ligue nationale d'à long terme. L'enfant malade, moi, je suis en pleine santé, je joue au hockey. L'enfant malade n'est peut-être pas une cause à laquelle je suis si sensible que ça. Comment vous vous y prenez pour les rendre sensibles à et comment ils réagissent, ces ados-là, parce qu'ils prennent en charge, ils sont associés à un enfant. Chaque joueur a un enfant, c'est ça? Exactement. Exact. Mais c'est très facile parce que dans le fond, au début de l'année, quand on présente le projet, là, c'est tout le temps un peu flou peut-être là, dans leur tête exactement c'est quoi puis tout ça. Mais quand que les contacts se font avec les enfants, automatiquement, ils comprennent. OK. Fait que puis la réponse est très bonne de nos jeunes. Il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de... Aucune. Puis, tu sais, c'est impossible d'être insensible à cette cause-là. Donc, en les mettant en contact directement avec les jeunes, le message y rentre très fort. Là. En plus de ça, il faut savoir que dans le passé, on a eu aussi un jeune qui était au début de la vingtaine, qui était très associé avec l'équipe. Truchon, son ben oui, Jonathan, c'est ça, qui était très impliqué avec nous. Puis, donc, à ce moment-là, lui, il est qui a été frappé par la maladie. Par la maladie, exactement. Fait que c'est comme un historique aussi que l'équipe a toujours été impliquée à différentes causes. Puis au départ, on voulait aussi, au niveau de l'équipe, que ça soit pas juste une équipe de hockey. On voulait que ça soit un projet communautaire. Dans le sens que lorsque Joey approche les différents commanditaires, on explique qu'on fait pas juste jouer au hockey. Tu sais, je veux dire, l'idée, c'est de dire, on a un projet communautaire. Nos jeunes, voici qu'est-ce qu'on fait avec eux autres. Voici où on veut aller. Qu'est-ce que c'est quoi la mission de l'équipe. Puis fait que tout le monde embarque là-dedans. C'est ça la grosse différence. Là. Je sais pas si c'est le genre de partage ou de témoignage que les joueurs vous font, directeur de marketing et des ventes, puis monsieur le propriétaire, mais est-ce que des fois, des joueurs peuvent peut-être même voir une source d'inspiration chez l'enfant malade qui le parraine ou qui l'accompagne en se disant « Hey, j'ai mal à un genou ce soir, mais tabarouette, ma vie est pas en danger. » Et d'avoir un échange, que ce soit un texto, un appel ou d'avoir une rencontre avec cet enfant-là de façon récurrente, de faire « Hey, finalement, ce que je vis en ce moment est éminemment enrichissant et inspirant pour ces jeunes de 15-17 ans-là. » C'est comme ça qu'ils le vivent? Ben, ils le vivent de très près parce que lorsqu'on a fait justement la partie pour les gouverneurs de l'espoir, c'était très beau. Tu sais, je veux dire, il y a les jeunes qui sont embarqués sur la glace, puis il y en a un qui était embarqué justement avec c'était qui donc avec le jeune? Avec le jeune Rochefort, Berger. Berger, ouais. Ah ouais, c'était Berger. Fait que c'était vraiment émotif. Tu sais, pour moi, c'était très émotif, là, qui a embarqué avec le jeune, puis expliqué. Puis je pense que cette attention-là, les 5 minutes qu'ils sont avec pendant cette période-là, c'est toute la différence. Puis le temps qu'ils prennent le temps d'écrire un mot, tout ça, puis comment ça va, etc., tout le temps des fêtes. Puis aussi, ça prend un peu de tact.
Parce que, tu sais, ces enfants-là, naturellement, c'est ça, exactement. Il y en a qui, malheureusement, tu sais, ils sont plus vers la fin, puis etc. Il y en a qui récupèrent, ils sont en pleine santé. Mais le jeune, il faut qu'il trouve les bons mots, tout ça. Je trouve que c'est vraiment bien pour nos joueurs de hockey de dire, regarde, voici là, qu'est-ce qui arrive, voici qu'est-ce qui se passe. Puis la vie, c'est pas toujours une grande ligne droite. Là. Il y a des hauts et des bas. Voici, fais ta part aussi également. Mais je trouve ça admirable que vous ayez eu ce flair-là, parce que si je nous ramène dans le temps pour faire un cours historique, mais tu sais, Jean Béliveau, l'éminent Jean Béliveau, c'est lui qui a initié les visites du Canadien de Montréal dans les hôpitaux auprès des enfants malades en se disant « Hey, s'il y a quelque chose qu'on peut faire pour aller juste leur mettre un sourire au visage, c'est d'aller à leur rencontre. » Et ça fait des décennies que le Canadien va à la rencontre de ces jeunes enfants malades-là. Et je trouve ça extraordinaire que auprès d'ados qui pourraient facilement ignorer tout ça. Puis, tu sais, quand tu joues dans le M18 AAA pour les Grenadiers, t'es quand même hot, là. T'es dans le top de ta catégorie. Fait que ça serait facile de mettre de côté ces réalités tellement concrètes et beaucoup plus, j'ai envie de dire, vrai que la Ligue nationale à laquelle bien peu vont finalement, que bien peu vont atteindre. Là, ouais. Donc, je trouve bravo de garder les deux. Je suis convaincu que ça garde ces joueurs-là les deux pieds sur terre, forcément. Mais c'est notre rôle, en fait. C'est notre rôle de les garder, puis de les développer, puis de s'assurer qu'ils sont pas juste concentrés au hockey. T'sais. Parce qu'à cet âge-là, oui, là, c'est facile. Puis oui, ben, c'est pas facile de ce qu'ils vivent à cet âge-là. Ils ont beaucoup de pression à l'école. Ah oui, je veux pas négliger. Non, c'est ça. On est d'accord. C'est à nous de les encadrer. Puis de leur donner là, les outils nécessaires pour justement... Et qu'est-ce que ces joueurs-là... Oh, tu voulais ajouter quelque chose, Michel? Oui, je voulais dire, qu'est-ce qui est important, c'est de lui donner les bonnes valeurs. Parce que qu'est-ce qui arrive avec ces jeunes-là, justement, qui sont élites au niveau hockey, c'est qu'ils sont, je te dirais, ils sont vénérés par plusieurs personnes. Tellement. Puis souvent, les parents veulent bien faire les choses, mais ils poussent peut-être pas nécessairement dans le bon sens aussi également. Ça c'est le premier point. Après ça, tu as tous leurs amis. Après ça, ces jeunes-là, aujourd'hui, là, ils ont toujours un recruteur ou un agent qui dit « OK, lui, il est bon et pas bon. » Mais une journée, il est très, très bon. Le lendemain, il est plus bon. Fait que ce pauvre jeune-là là, qui joue au hockey, puis il essaie de faire de son mieux, puis il pratique, puis ça. Un journée, il est bien bon. Le lendemain, il est plus bon, puis c'est plus quel pied. Fait que il y a trop de communication qui rentre, il y a trop d'informations qui rentrent sur lui. Fait que nous autres, on essaie juste de donner des bonnes valeurs, les deux pieds sur terre, puis fais du sport, rends-toi le plus loin que tu peux dans ton sport parce que t'aimes ça. Il faut que t'aimes ça. Mais oublie pas la vraie vie en arrière. Exact. Oublie pas la vraie vie, tu sais, parce que ça va vite une vie. Mais pour vrai, chapeau, je trouve ça admirable. Ça a l'air d'un détail, mais je trouve que ça n'en est pas un. Et si vous m'expliquez un peu ce à quoi s'engage les joueurs dans cet accompagnement-là, parce qu'à un moment donné, ils ont leur vie, ils vont à l'école, ils ont leur match de hockey, ils ont leur blonde pour certains ou leur chum pour d'autres. Quel est l'engagement que chacun des joueurs prend auprès de cet enfant-là qui est malade et de sa famille? En début d'année, on crée, avec Karine, là, on jumelle tous les enfants de la Fondation à un de nos joueurs. Ouais. Ensuite, il y a certaines correspondances là, au courant de l'année. À Noël, on organise le match de l'espoir où on invite le plus de jeunes de la Fondation possible. Donc là, il y a un contact là. Mais l'idée aussi, c'est que nos jeunes développent une certaine autonomie. Puis que la relation se fasse un peu de façon naturelle et non juste un devoir. Absolument. Parce que, écoutez, vous devez leur écrire telle date à telle heure. Puis est-ce que ça semble marcher jusqu'à maintenant? On est dans la deuxième année. Ah oui. Hein? La réponse est très bonne. Même les familles de nos jeunes embarquent là-dedans. Donc les parents du joueur, de nos jeunes qui rentrent en communication avec les familles, puis c'est super beau à voir. Là. Donc ça prend de l'expansion finalement, c'est-à-dire que le joueur qui lui s'est engagé, là les parents font c'est qui cet enfant-là, puis mais c'est génial, c'est exactement ça qu'on veut pour une fondation et pour une famille et un enfant malade. Puis pour les enfants aussi malades, qu'est-ce qui est cute, c'est que il y a des parents qui ont pris des photos, c'est l'année passée qu'on a donné des kangourous, etc. avec les photos, puis on retournait ça aux jeunes. Ça leur a fait vraiment plaisir, tu sais, que de dire, OK, on t'écrit, c'est le fun que tu nous réécrives aussi en même temps, que nous avoir des photos de toi. Un sentiment d'appartenance. C'est ça, exactement. Une réciprocité dans la relation. Exact. J'imagine quand on est propriétaire d'une équipe de hockey puis directeur marketing et vente de cette équipe-là, des sollicitations ou des approches du genre de la Fondation, il y en a plusieurs dans une année. Plusieurs gens veulent s'associer aux Grenadiers et bénéficier de la visibilité qui est disponible là. Je te dirais que on essaie plutôt de déterminer les causes où on veut aller. OK. Puis on s'en va à ce moment-là à ces causes-là. C'est sûr et certain qu'aujourd'hui, comme tu sais, il y a
plein de causes, on peut toutes les nommer, il y en a beaucoup. Donc, les gens demandent toujours, OK, on aimerait ça faire partie, est-ce que vous voulez faire des levées de fonds? Nous, on sait que dans une saison, quand on a 4 ou 5 causes, il faut se tenir à ça. Qu'est-ce qu'on essaie de faire à ce moment-là? C'est de dire, OK, on va faire 4-5 causes pendant X temps. Après ça, on va essayer de voir si on change ou si on modifie ou les contrats, les ententes qu'on a déjà. Et si toujours les mêmes causes ou d'autres causes peuvent correspondre au développement de nos jeunes. Le plus important, c'est le développement de nos jeunes. Et qu'est-ce qui fait que, de part et d'autre, la Fondation des gouverneurs de l'espoir s'est rapidement imposée ou s'est démarquée parmi celles disponibles à laquelle s'associe? Ben, moi, je pense que c'est peut-être le plus beau mix que tu peux pas avoir. Parce que tu es un jeune de 15 à 17 ans, puis souvent, tu dis, OK, dans ta vie, là, tout le monde prend soin de toi. Tu as 15 à 17 ans, tout le monde... Mais toi, comment tu pourrais prendre soin des autres? Donc là, il y a d'autres jeunes qui sont peut-être plus jeunes qu'eux autres ou du même âge qu'eux autres. Comment tu pourrais leur prendre soin d'eux autres? Comment tu pourrais leur donner un peu, si tu veux, entre guillemets, un peu d'amour, si tu veux, de tendresse pendant cette dure période-là que les jeunes vivent, là. C'est ce côté-là qui nous a dit que c'est fantastique. Pour nous autres, on ne peut pas donner mieux que ça. T'sais, on a d'autres causes aussi en même temps, mais c'est pas aussi près que ça. Quelque chose à ajouter là-dessus? Ben, absolument. Puis travailler avec la Fondation, c'est super facile. Côté administratif, là, sont très bien organisés. Karine, Patrick, Mylène, avant. Là, mais, Mireille maintenant. Mireille maintenant, c'est ça. C'est des gens qui sont très à leur affaire. C'est super facile de travailler avec eux. Fait que, ça facilite un peu tout ça aussi. Là. J'imagine que le papa, en toi aussi, Michel, a été... T'as des enfants? 4. Dit-il, à la fois passionné, heureux et à bout. Mais... Ils sont tous vieux aujourd'hui. Fait que là, c'est les petits-enfants. Mais j'imagine que... donc, j'imagine que le papa et même le grand-papa... Je sais pas si t'as des enfants, Joey. Non. Mais j'imagine... Ou le mononcle, peut-être, que mais d'avoir eu et d'avoir encore des enfants et des enfants en bas âge dans ton environnement, ça a teinté ta décision de t'associer à la Fondation des gouverneurs de l'espoir qui vient en aide à des familles qui ont des enfants gravement malades. T'sais. Écoute, c'est sûr et certain, mais la beauté, moi je dirais, au départ, c'est la beauté du mix entre les joueurs de l'équipe puis les joueurs... C'est ça qui t'a interpellé au départ. C'est ça, au départ, qui m'a interpellé. C'est ça qui est le plus important. Le restant, je trouve que de travailler avec des jeunes, de voir leur développement, trouver du monde qui a la même cause, c'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir, puis c'est le fun de voir tous les gens qui entourent l'équipe, puis qu'on se revoit, puis tout le monde a du plaisir à venir avec l'équipe, si tu veux, à venir travailler avec l'équipe, à développer les jeunes, tout ça. Fait que quand tu rajoutes toutes ces causes-là, puis cette cause-là, à mon avis, c'est merveilleux. Qu'est-ce que t'espères? T'espères que les valeurs que tu leur as données, ils vont pouvoir les transmettre plus tard, puis ils vont rester attachés à ça. Moi, c'est juste ça qu'on espère au bout de la ligne. T'sais. C'est éminemment noble de votre part, messieurs. Puis moi, je dis souvent que... moi, je suis un maniaque de sport, maniaque de hockey, d'abord et avant tout aussi. Puis je dis souvent que la vie, c'est comme dans le sport. C'est-à-dire que on est comme être humain aussi bon que notre dernier match. Il faut apprendre à travailler en équipe. Puis il faut aussi surtout apprendre à accepter les embûches dans la vie, c'est-à-dire apprendre à poser un genou par terre pour mieux se relever. Puis j'ai l'impression, peut-être naïvement, mais dans l'année et demie là, depuis l'association en 2020 de la Fondation avec l'équipe, est-ce que vous sentez que, je reviens un peu à ma question de tantôt, mais que les jeunes, en voyant des enfants malades autour d'eux, peuvent justement faire « Hey, on a perdu 3 de fil, mais c'est rien à côté de ce que mon Zachary ou ma Emma ou mon vit en ce moment. » Pensez-vous qu'il y a de ça derrière ça, d'une espèce d'élan que ces enfants malades peuvent donner à cette jeunesse de 15-17 ans dans votre équipe? Mais on le souhaite. On le souhaite, en tout cas, puis c'est ça une des raisons du partenariat, c'est de les ramener justement sur Terre puis de les sensibiliser à des choses plus grandes que nature. Là. Absolument. Est-ce que ça rentre? Est-ce que ça marche tout le temps? Sûrement que non, mais l'idée, c'est quoi, là? Mais en tout cas, vous semez quelque chose chez ces enfants, chez ces ados-là, en les éveillant des enfants malades, qui, ils m'aimeront pas les boys, hein? Ces enfants, vous êtes des adultes, ces jeunes hommes-là, des hommes avec des voix plus graves que la mienne, fait que fais attention peut-être à ce que tu dis. Donc, mais bravo d'éveiller ça chez eux, parce que tu l'as un petit peu dit tantôt, mais je pense qu'en le faisant là, à cet âge-là, quand, à un moment donné, la vraie vie va les rattraper, il y en a qui seront joueurs dans la Ligue nationale peut-être, il y en a qui seront enseignants, il y en a qui seront architectes, puis il y en a qui seront comptables, mais ils auront eu ça, puis quand ça va se représenter dans leur vie, ils vont savoir c'est quoi une fondation et qu'une implication peut se faire de plein de façons. Exact, parce que souvent, il ne faut pas oublier qu'à l'âge de 15 à 17 ans,
tout est dans le plancher, hein? Je veux dire, tout est dans le plancher au Les maximum, hormones. etc. Fait que souvent, je pense qu'il faut répéter, puis répéter, puis répéter et répéter. Puis souvent, t'en as qui l'oublient, puis tout ça, ben, là, tu peux lui dire, ben, regarde, je pense que t'es pas mal chanceux. Fait que là, veux-tu arrêter de te plaindre, puis on va passer à autre chose, tu sais? Fait que puis ça le fait réaliser, parce que juste le dire avec des mots, sans qu'il ait vu la réalité, ils peuvent pas comprendre. Mais si tu le dis, puis ils voient la réalité, là, ils comprennent. Mais, tu sais, faire partie du M18, AAA, les Grenadiers de Châteauguay, c'est contribuer à l'élite du hockey au Québec dans cette catégorie-là, parce que c'est les meilleurs de chaque région qui s'affrontent, parce que c'est la suite espérée, c'est de continuer à jouer au hockey et d'être les meilleurs. Mais je trouve que vous faites aussi de meilleurs êtres humains en leur offrant cette tangente-là aussi, cette conscience-là envers le prochain. C'est un petit peu de donner au suivant, finalement. T'sais, ils ont beaucoup d'attention, mais d'apprendre à déverser un peu de la leur sur quelque chose qui est un peu plus concret, un peu plus tangible et un peu plus dur à vivre. Je vous lève mon chapeau, messieurs. Bravo, Joey, d'avoir eu ce flair-là, d'avoir accueilli Patrick et de l'avoir présenté à Michel. Et merci, Michel, de ne pas avoir hésité. Tu nous disais au début de Jazette que ça a pris 5 minutes puis le deal était fait. On a besoin de ces nouveaux partenaires-là, animés, dynamiques comme vous l'êtes, les boys. Prends le jargon de la chambre de hockey. La chambre de hockey. Fait que, mais en fait, je vous dis merci parce que c'est précieux pour nous de pouvoir amener de nouveaux joueurs comme ça le parallèle de sport. Mais d'amener de nouveaux joueurs essentiels à la réussite puis j'ai envie de dire à l'effervescence et à la croissance d'une fondation comme la nôtre. Donc Joey, directeur des ventes et marketing chez les Grenadiers de Châteauguay, et monsieur le propriétaire Michel, mon nouvel ami, mes nouveaux amis. Je vous dis un gros merci, messieurs, et longue vie à cette association. Il y a un premier 5 ans, on est dans la 2e année de ces 5 années-là, mais j'espère que ce sera renouvelable, tout ça. Merci beaucoup. Merci à toi. Très agréable. Ben, le plaisir était le mien, messieurs. Ça n'a pas fait trop mal? Pas encore. À date, ça va bien. Qu'une fondation réussisse à avoir un impact souhaité, ben ça prend des partenaires parce que ça prend des sous dans les coffres de cette fondation-là et ça prend des visages de gens connus. J'en suis un, à ce qui paraît. Vous avez beaucoup de goût si vous savez ce que je fais dans la vie. Merci. Mais ça prend aussi des complices qui mettent plus que ce qui est attendu de leur part et c'est exactement de ça que je suis entouré des gens de cette trempe-là. Un propriétaire de Surroi, Propane Surroi, Monsieur Marquis Junior. Salut Marquis. Enchanté, salut. Enchanté. Faut que je te... Quelle voix, je te reviens sur ta voix dans 2 secondes. Ouais. Et nul autre que Steve Bégin qui se passe de présentation. Salut Steve. Ça va bien? Moi, je vais très bien. Gentil de t'en informer. Ben toi? oui, ça va super bien, merci. Merci. Mais tu dis rien sur ma voix? Marquis. Oui. Non, mais juste avant que les caméras s'allument et que les micros aussi, tu me disais que tu aurais peut-être aimé être animateur radio. Écoute, lorsque j'étais jeune, c'était mon rêve. Parce que, tu sais, quand tu es à l'école, on te demande ce que tu veux faire plus tard. Puis moi, j'ai toujours dit, je veux être un animateur de radio. J'ai tout le temps été celui qui a mis du fun dans la place. Même quand que je jouais au hockey avec Steve dans la chambre de hockey, j'étais celui qui animait. Mais je vais le couper de là. J'aimerais ça parce qu'à tous les victoires, Marquis chantait une chanson. J'aimerais ça qu'il nous en fasse une petite. Ben oui, vous venez de gagner. Là, moi, je chantais Splish Splash, I was taking a bath, long about a Saturday night. Lot about? Rubber dub is just a splashing in the tub, thinking everything was alright. When I stepped out of the tub, I put my feet on the floor. I wrapped a towel around me and I opened the door. And then a splish splash, I jumped back into the bath. Yes. I was out to know there was a party going on. Puis j'étais comme ça, mais je te le dis. On va applaudir, il y a des gens derrière la caméra. Incroyable. On vient de créer un monstre. On parlera pas beaucoup, toi pis moi, là. Start-moi pas. Mais et pourquoi ce rêve-là s'est arrêté? En fait, après certaines discussions avec mon père m'a comme dit, puis là, excuse-moi Pat, mais il m'a dit, c'est mon métier dont tu parles. genre, tu feras pas beaucoup d'argent si tu t'en vas.
Fait que... C'est vrai. Ben, je sais pas si c'est vrai, je suis pas sûr de celle-là, mais finalement, j'ai opté, hockey, business, puis je suis rendu où ce que je suis rendu aujourd'hui. Mais t'es rendu un fier partenaire de notre Fondation des gouverneurs de l'espoir. Et c'est grâce à toi si Steve est maintenant aussi très associé à notre fondation. Je commence par toi parce que t'es un peu la courroie de transmission qui nous a amené ensuite Steve Bégin. Mais toi, t'as découvert la Fondation des gouverneurs de l'espoir comment? À travers mon père, à l'époque. Mon père était gouverneur depuis quasiment les tout débuts. Puis quand je me suis joint à l'entreprise, en fait, quand on a commencé pour prendre sur en 97, ça faisait partie des mœurs. Puis moi... en 2001, j'ai rentré gouverneur, puis c'est là que je me suis impliqué avec les abeilles du Surroi, Mylène à l'époque, Mylène Thibault qui était l'ancienne directrice générale de la Fondation. Absolument. Puis nous, on s'est impliqué beaucoup. Les abeilles du Surroi venaient des propane du Surroi, donc le mot Surroi venait de là, mais c'était pas nécessairement l'entreprise, c'était vraiment les gens qui étaient à l'intérieur des abeilles qui faisaient que ce groupe-là a amené la Fondation ailleurs avec les différentes levées de fonds qu'ils ont fait. Et juste pour que vous compreniez, là, vous qui nous écoutez en ce moment, les abeilles du Surroi, c'est un groupe un peu parallèle à la Fondation qui a décidé d'organiser plein d'événements, dont un tournoi de golf qui est encore court et dont tous les sous avancés allaient directement, c'était dans le but de nourrir et de remplir les coffres de la Fondation des gouverneurs. Exactement, puis on a participé au tournoi de golf. Nos fournisseurs sont extrêmement impliqués. Donc, nous, c'était notre façon là, d'apporter des sous à la Fondation. Puis, d'année en année, ça a toujours grossi. On est parti avec un tournoi de golf peut-être de 40-50 participants pour finir avec 72 foursomes dans les dernières années. Donc, on est très, 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 très fiers de ça. Et toi, comme gens dans la communauté des gens d'affaires, j'imagine que tu trouves à solliciter, tu parlais de tes partenaires, de leur parler de la Fondation, puis d'inviter de ces partenaires-là à intégrer les rangs de la Fondation? Absolument. Ben, dans notre cercle, dans notre environnement, il y a beaucoup de mes amis qui sont rentrés également comme membres de la Fondation également. Est-ce que c'est dur, quand on explique ce qu'est la Fondation des gouverneurs de l'espoir, parce que, tu sais, il y a plein de fondations, toutes causes sont nobles. On est très sollicités. Mais qu'est-ce qui fait, d'après toi, que d'abord pour vous autres, l'équipe de chez Surroi, mais que tes collègues des gens d'affaires que tu sollicites embarquent aussi, j'ai envie de dire. En fait, est-ce que c'est facile de les convaincre d'embarquer dans la Fondation? Comme on disait, c'est nous, les gens d'affaires, on est extrêmement sollicités, puis toutes les causes sont nobles, puis toutes les causes sont bonnes. Toutefois, quand ça touche les enfants, on dirait que tu viens toucher une corde sensible. Puis spécialement chez nous, on avait un de nos anciens employés, Bernard Côté, son fils a été diagnostiqué avec le cancer. Et la Fondation est venue en aide à Bernard parce que je pense que lorsque ton enfant est atteint, ça brasse pas mal là, au niveau de la famille puis tout ça. Des fois, certains doivent lâcher leur emploi. Donc, la Fondation vient en aide, puis nous, on l'a vécu directement avec Bernard. Fait qu'on était très, très, très impliqués là-dedans, puis on l'a vécu avec lui. Fait que c'est un peu ça. Je te dirais, j'ai pas trop de difficultés lorsqu'on parle de la Fondation à certains gens d'affaires qui embarquent. Puis on est très fiers de l'apport qu'on a apporté au fil de ces années-là. Puis écoute, ça continue encore. Et des amis, t'en as dans les gens d'affaires, mais t'en as dans le monde du hockey parce que t'as côtoyé Steve Bégin qui est impatient de parler. Il s'enlève les petites peaux ses doigts, là, il tapote du pied, la Jean-Michel. Ça va faire une manicure. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, t'as dit, hey, je pense que je vais introduire Steve à la Fondation des gouverneurs? Ben écoute, moi et Steve, on s'est connus dans nos années juniors. Je te dirais que j'ai pas eu la carrière de Steve, étant donné que j'étais Marquis, c'était mon modèle, par exemple. Mais je te dirais que Steve m'a beaucoup impressionné à son année recrue. Puis si je reviens un petit peu sur le fait qu'on a joué au hockey ensemble. Moi, j'avais 18 ans à l'époque, puis on jouait pour les Foreurs de Val-d'Or. Puis Steve est arrivé à 17 ans, puis déjà à 17 ans, il cassait tout, il rentrait dans les bandes, il avait l'épaule défaite, puis c'était un gars qui avait pas peur d'aller au front. Le guerrier qu'on a connu, nous, après, dans la Ligue nationale. Exactement. Fait qu'on a toujours gardé contact, même quand il était pro. Puis on avait besoin d'un nouveau visage au niveau de la Fondation, surtout pour avoir un impact, surtout dans notre soirée de golf, pas nécessairement au niveau de la Fondation, mais plus dans le golf. Puis j'ai pensé à lui, puis je l'ai appelé, puis il est venu. Puis depuis sa première prestation au golf au golf des abeilles, il est encore avec nous autres. Fait que quand tu dis golf, tu dis Steve Bégin. Es-tu bon golfeur? Hey boy! Le golf que j'allais des abeilles, c'était une des 2 parties que je jouais par année. Ah, voilà, ok, parfait. Mais sérieusement, comme il dit, il y avait besoin d'un visage, d'une personnalité connue, jusqu'à temps que tu viennes me voler ma place. Moi, j'ai personnellement, j'ai trouvé qu'ils ont downgradé. Écoute, on part pas là-dessus. Mais sérieusement, blague à part, pour renchérir ce que Marquis a dit,
c'est pas toujours facile et le fun d'aller voir des amis, d'aller voir des familles, d'aller voir des compagnies pour embarquer dans cette aventure-là, dans la fondation. Mais aussitôt que tu participes à un événement, que tu viens au golf, tu viens au bal des gouverneurs, tu n'es plus capable de sortir de là. T'es tellement... écoute, t'es pris, ça te va droit au cœur, là, on va pas se le cacher, là, quand au golf, un moment donné, ils passent des vidéos, des gens qui viennent faire des partages, puis tout le monde pleure. C'est encore là, tu sais. Je regarde l'autre en avant qui me regarde les yeux rouges, tu sais, mais écoute, c'est ça la beauté de la chose, c'est que tout le monde va se soutenir, se donner la main, puis c'est beau. Mais tu peux pas faire autrement que lorsque tu vois les familles qui viennent partager ce qu'ils ont vécu au travers de la maladie, puis toi, tu es assis dans la salle, puis tu regardes ça un peu comme Steve dit. T'as comme... c'est facile de mettre la main dans ta poche à ce moment-là. Écoute, je veux juste renchérir, là, pas que je veux parler de moi, mais en 3 phrases. Je l'ai déjà raconté pour les habitudes du podcast, mais tu sais, moi, je suis venu à pied levé remplacer un animateur qui a dû désister, puis je connaissais la fondation de réputation, mais une fois sur place, dans l'après-midi, parce que j'avais eu 4 jours pour me préparer puis un peu approfondir la chose. Puis quand j'ai vu, je suis arrivé au moment où le couple de parents, cette journée-là, témoignait de son vécu. Et il y avait une vidéo de la petite. Ouais. Puis quand c'était à l'écran, je me dis, ah, cool. Moi, j'arrive, là, j'ai ma housse dans une main, j'ai mon sac dans l'autre. Je me dis, ah, une petite puce qui a été sauvée par la fondation, tu sais. Et à la fin, elle rit devant le sapin de Noël, elle applaudit la petite guitare. Et là, c'est marqué RIP. Ouais. Et là, je fais, attends, j'ai 2 minutes de vie dans la fondation. Et les larmes se mettent à me couler. Et comprenez-nous, on a du fun dans ces soirées-là aussi, mais ces témoignages-là, tu l'as dit, c'est un coup de poignard dans le cœur. Et là, tu peux pas rester insensible à ça. Tu veux donner, tu veux faire une différence, et c'est ce qui fait qu'on est réunis ici aujourd'hui. Mais j'allais dire, solliciter, il parle des gens d'affaires, mais athlète emblématique du Canadien de Montréal, connu et reconnu. Donc, toi aussi, tu es sollicité. Qu'est-ce qui fait que la Fondation, tu l'as probablement dit un peu par rapport à ce cœur-là qui t'a été arraché, ou à peu près, mais qu'est-ce qui fait que tu as accroché particulièrement à cette fondation-là? Ben écoute, on a souvent des demandes, puis écoute, à gauche et à droite, puis ça l'arrête pas, là. On en a des demandes, puis tu peux pas tous les faire, puis oui, ils sont tous aussi importantes l'une que l'autre, mais quand c'est des personnes que tu connais de plus près, Marquis, c'est un ami, comme on l'explique, on a joué au hockey ensemble, fait que, ben oui, c'est sûr, je vais y aller, je vais l'essayer. Puis, la première fois que j'ai tombé en amour avec la Fondation. Par la suite, il y avait un gars que je m'entraînais avec, on s'entraînait au même gym, puis il m'a parlé d'un Jonathan Truchon. Tu t'en souviens de Jonathan? Et puis là, il me disait écoute, Steve, ce gars-là, il veut absolument te rencontrer, t'es un de ses idoles. J'ai dit, un autre qui connaît pas son hockey. Et il dit, Jonathan est gravement malade, il y a eu plusieurs cancers, puis t'es un de ses idoles, tu sais, il me donne des idoles. Mohamed Ali, Georges Saint-Pierre. Là, je suis là de même. Là, tu me niaises, là. C'est sûr que je suis pas sûr. Il dit non, il aime la façon que tu es, la façon que tu travailles, puis que tu persévères, puis il veut te rencontrer. J'ai dit, ben, ça va me faire plaisir. Puis il faisait partie de la Fondation. Donc, je suis allé rencontrer et on s'est liés d'amis, d'amitié. On était rendus des amis, on s'appelait. Je pouvais aller voir une game du Canadien avec. Puis, au tournoi de golf des Abeilles du Surroi, il aimait bien gros se vanter à la gueule que j'étais le co-président d'honneur, puis lui, c'était le président d'honneur. Fait qu'il arrêtait pas d'en parler de ça. Ben écoute, c'était tellement le fun, puis tu sais, c'est des liens que tu crées de même, puis Raphaël Tendler, tantôt qui était ici, c'est la même chose. J'étais allé rencontrer chez lui, j'étais allé lui porter, lui et sa famille, des cadeaux, mais un souper spaghetti qu'ils ont fait, je pense c'est l'an passé. Ouais. Puis, je suis parti de Candiac, j'ai fait un petit détour pour aller à Saint-Eustache. Alors que ta destination finale était? Si je me souviens bien, je partais pour Trois-Rivières. Mais tu sais, c'est sur le chemin. Exactement. Mon Waze m'apportait là. Mais c'est des petites choses de même que ça me fait plaisir de faire. C'est pas grand-chose, puis
Tu sais, ça. Mais c'est pas vrai, ça, Steve, parce que, tu sais, ça serait facile de mettre ton nom sur une bannière en disant Steve Bégin supporte la fondation, puis la job serait faite. C'est que t'en fais toujours plus que ce qui est attendu. Même, t'as pas participé à l'élaboration de la seule à date. On espère que ça se refera bientôt après cette foutue COVID, mais t'as aidé beaucoup pour la mise en place d'une soirée poker. Ben, c'était mon tournoi, oui, poker. Puis, ça a été fantastique aussi. Ça a été une soirée incroyable. Mais c'est toi qui prends le téléphone puis qui appelle tes chums, là? Oui, ben avant, j'avais une fondation, puis tu te souviens bien, avec Étienne et Francis, et c'est moi qui appelais tout le monde. J'appelais tout le monde, c'est moi qui allais cogner aux portes pour avoir des commanditaires, des cadeaux, j'ai fait ça pendant plusieurs années, puis par la suite, lorsque j'ai connu la fondation, j'ai tout transféré là, puis j'ai dit, OK, là, alors, j'avais plus de golf, mais j'avais le poker, puis j'ai dit, les fonds s'en vont tous, s'en vont à vous, c'est votre fondation, donc moi, je vais organiser, je vais vous donner les contacts, puis avec Mylène, qui est avec la fondation anciennement, on sait qu'elle travaille beaucoup, puis je me souviens bien, je pense qu'il y avait Karine aussi qui nous a aidé beaucoup pour le tournoi de poker, donc le tournoi il était peut-être, je sais pas, on va dire 150 participants, est tombé d'un coup à 300 participants, mais tout le monde voulait revenir pour l'année suivante et on avait déjà prévu d'agrandir la salle parce que la salle était coupée en deux, de l'ouvrir au complet puis de monter ça à 400-500 participants. Malheureusement, il y a eu la COVID qui est arrivée. Ce n'est que partie remise. Exactement. C'est à partir de quand, dans le show, qu'on peut dire que j'ai fini 3e à son tournoi de poker? Y a-t-il une... Tu viens de l'établir là. Je pense que c'était maintenant. Toi, Steve... On a coupé le 10 secondes. T'as terminé à quel rang, toi, dans ton propre tournoi? Moi, je suis pas là pour gagner. Je suis là pour participer parce que... Hey, quand ça commence de même, c'est que le résultat sera pas fort. Ça regarde pas bien quand que l'organisateur gagne le tournoi. Fait que je peux pas gagner. Faut que je me tasse ça, je laisse ça à mes amis. Mais tu pourrais finir... Pas facilement dans les 2 premiers. Il a fini combien, tiens? FM. Non, non, je suis pas un gros... Comme au golf, je suis pas un gros joueur de poker. OK, t'organises une soirée de jeux de cartes auquel t'es pas si bon? Exact. C'est généreux de ta part. Tu vois, tu donnes et tu t'oublies là-dedans. C'est beau, Steve. Il faut que je démontre aux gens, à mes amis, que j'ai une faiblesse à quelque part. Ou sinon, c'est pas facile. Steve Bégin, aussi difficile que cela est à le croire, n'est pas parfait. Vous êtes les deux papas, vous avez des enfants. Ça vous fait quoi de savoir que vous participez à une fondation qui vient en aide à des familles qui ont des enfants gravement malades? Réalité dont j'ai aussi des enfants, dont on a été tous les 3 préservés. Ben, en fait, si je me reporte dans le temps, quand j'assistais au bal de la fondation, où j'allais dans des soupers de golf de la fondation, avant d'avoir mes enfants, c'est pas la même réaction lorsqu'il y a des témoignages que lorsque tu as des enfants. Je comprends tellement. Et c'est incroyable la différence parce que tu te dis, à chaque fois que tu vois ça, tu te dis, si jamais ça m'arrivait, qu'est-ce que je ferais? Et là, tu te transposes dans la situation des parents là, qui sont sur le stage en train de conter leur histoire. Et c'est là que ça vient te chercher. Fait que moi, je te confirme que ça m'a touché beaucoup lorsque j'ai eu mes flots, puis j'ai vu des histoires de pas le fun à voir. Là. Puis tantôt, quand tu disais que à RIP avec la petite, là, on a vu beaucoup au fil des années. Donc, c'est pour ça que j'ai pas l'intention de lâcher. J'ai pas l'intention d'arrêter ma contribution. C'est facile de dire je lâche parce qu'on est tous occupés dans nos business. Faire de la business en 2022, là, c'est pas facile. Quand ça fait près de 20 ans, dans ton cas, que tu es associé à la fondation, tu pourrais te dire hey, sais-tu quoi, j'ai donné, je suis là pour autre chose. C'est le temps pour quelqu'un d'autre peut-être de prendre ma place. Et merci de pas le faire. Et on le fait pas, on continue parce qu'on se dit si jamais ça nous arrivait, je pense on apprécierait qu'il y ait une fondation pour nous aider à passer au travers de ces situations difficiles-là. Donc, c'est un peu ça que je peux dire par rapport à mes enfants. Et toi, Steve? Écoute, on se trouve tellement chanceux d'avoir la santé dans notre famille. Puis lorsqu'on voit d'autres familles qui sont moins chanceux que nous, on trouve ça injuste. Puis on veut tellement les aider d'une certaine façon que je pense que c'est la meilleure affaire à faire, c'est justement faire partie d'une fondation comme celle-ci. Et mais moi, j'ai toujours trippé sur les enfants. Jeune, je voulais des enfants, puis je me compte tellement chanceux d'en avoir présentement qui sont en santé, comme je l'ai mentionné. Mais c'est facile de les aider, c'est facile de se présenter et de dire non, moi j'ai une cause, c'est ça ma cause, puis
on va se donner à 100%, puis on va faire tout ce qu'on peut, parce que, tu sais, des fois, les gens vont juste penser que c'est de l'argent, il faut que tu donnes. C'est pas juste l'argent. Là. Des fois, c'est la présence, c'est, tu sais, comme j'ai mentionné, c'est du temps. Exactement, c'est du temps. C'est aussi important que le dollar que tu vas mettre, le 5 $ que tu vas mettre. Le temps est très important, puis surtout pour eux autres, c'est ça qui ont besoin du temps. Est-ce que vous en parlez avec vos enfants de la fondation, qu'il y a d'autres enfants qui n'ont pas cette santé-là et que des fois, tu sais, le détour que tu as fait pour venir du côté de la Rive-Nord alors que tu t'en allais complètement de l'autre bord, puis de manquer une soirée, peut-être, je sais pas, là, un événement d'une de tes filles parce que tu donnes à la fondation, est-ce que tu l'expliques que tu fais « Ouais, papa a manqué ce bout-là, mais je faisais ça pendant ce temps-là ». Mais ils comprennent beaucoup. Mes enfants, ils savaient depuis le début qu'on s'impliquait beaucoup pour les fondations, on leur a expliqué. Puis ils comprennent, ils sont contentes, ils nous posaient souvent des questions, puis c'est ça qui est le fun. Là. Puis là, mes enfants sont rendus 14 et 17 ans, donc c'est plus facile de leur expliquer des choses. Jeunes, c'est sûr que c'est un petit peu plus compliqué lorsque tu sais, papa, t'étais où? J'étais une fondation sur les enfants malades, là, tu expliques un petit peu, mais là, tu sais, ça leur touche plus. Puis probablement dans pas long, ils vont commencer à participer, à aider également. Là. Ah, génial, toi, Marquis. Ben, moi, ils sont jeunes un peu. Ben là, mes enfants ont 10 et 12 ans. Ouais. Mais souvent, on écoute des émissions télé où il y a des situations comme ça. Puis ce qu'on leur dit souvent, c'est il faut réaliser la chance qu'on a d'être en santé. C'est juste ça, juste de le réaliser. C'est la même chose quand tu te lèves le matin puis tu te dis, je vais passer une bonne journée. Puis quand tu te couches le soir, tu te dis, hey, j'ai eu une belle journée. C'est pas facile, mais au moins, je suis en santé. Puis souvent, on l'oublie. Puis on le réalise quand il arrive quelque chose de grave. Ben ouais. Et c'est tout le temps là qu'on se dit, il faut profiter de la vie, mais la vie, on en profite à tous les jours quand on a la santé. C'est ça qu'il faut se dire, puis c'est ça qu'on leur dit, nous, lorsqu'on a la chance de le faire. Puis la Fondation est là pour... Tu sais, elle nous aide également, nous aussi, parce qu'elle remet les choses en perspective. Tellement. Tu sais, tu peux pas te dire que... Comment je pourrais dire ça? Tu sais, quand que tu les vois, ces gens-là, tu vois ces enfants malades-là, tu te retournes chez toi, puis tu as eu une mauvaise journée au travail, tu peux pas dire journée de merde aujourd'hui. Là. Non. Hey, écoute, tu repenses à ça, tu dis, non, écoute, c'est tellement pas grave. C'est tellement pas grave. C'est tellement des choses plus graves. Puis c'est ça que, c'est ce côté-là que ça nous aide également. Là. Puis il y a l'enfant malade, puis il y a nous, les parents. Tu sais, veux pas, tu te dis, hey, je voue une admiration sans nom à ces enfants-là qui se battent, mais aux parents dont la vie est soudainement mise sur pause pour accompagner cet enfant-là qui se lance dans un combat. Va-t-il ou va-t-elle le gagner ou le perdre? Exact. On le sait pas. Mais ce qui me touche dans ce qui est dit souvent lors de nos balles des gouverneurs, puis lors des soirées de golf, quand il y a des partages et des témoignages, c'est fou parce que on sauve pas des vies, malheureusement, on n'a pas ce pouvoir-là à la Fondation, mais ce que je comprends des parents, c'est qu'on donne du temps et du temps de qualité, c'est-à-dire que le parent qui a pu à se soucier des billes à payer, puis de la job à aller faire, puis de subvenir, de courir partout, il fait « OK, la Fondation s'occupe de la base, donc je peux me dédier à l'accompagnement à l'hôpital. Je peux aller chercher un traitement, dans le cas de la petite Lily, de la vidéo quand je suis arrivé au bal, c'était d'aller à Philadelphie chercher un traitement qui ne lui a pas sauvé la vie, mais les parents ont dit, et je me rends jamais au bout de cette histoire-là sans casser, mais on dit ça a été les 3 plus beaux mois de notre vie avec notre petite, parce que grâce à ces moyens-là que vous nous avez donnés, on était tout seul au monde avec la petite. Exact. Et on était dans une bulle. Ça n'a pas donné grand-chose au niveau de la longévité puis de la durée de vie, mais ça a donné une fin de vie, un genre de baume pour ce trio-là qu'ils étaient. Ça me fait capoter à chaque fois. Je jaserais des heures avec vous autres, les gars, mais c'est déjà terminé. C'est triste. On commence à avoir du fun. Moi, je vis mon rêve en passant. Comment sortir d'un moment émotif? Rien de mieux qu'une bonne blague. Et voilà. Mais si je vous demandais vite en terminant, puis sans faire une phrase magique, rien, mais si quelqu'un nous regarde puis fait « Hey, je sais pas si je vais donner, j'hésite encore. » Pourquoi? Puis que ce soit 1 pièce, 10 pièces, 100 pièces ou d'être bénévole sur un de nos événements, qu'est-ce que vous dites à ces gens-là? Hey, sais-tu quoi? Hésite plus puis donne ce que tu peux à la hauteur de ce que tu as. Je pense que les gens doivent se mettre à la place des gens qui vivent ces situations-là. Je pense que juste de se mettre à leur place, ça va tendre la main vers la poche pour sortir l'argent. Ne serait-ce qu'un 10$ ou un 20$, mais j'invite les gens à aller sur le site de la Fondation et peut-être devenir gouverneur. Aussi, oui, parce qu'il y a plusieurs avantages. On pense que c'est dispendieux. Oui, 1000$, c'est dispendieux, mais lorsque tu appliques les différents crédits, puis tout ce qui reste à la fin, puis les billets du bal, puis ça, c'est quand même abordable pour juste accompagner les familles
dans les différentes problématiques de santé des enfants. Steve? Il a pas mal tout dit, mais excuse-moi, ouais, c'est ça. pas. Mais juste le dollar, le 5 $, le 10 $, le montant que tu donnes, mais ça change une vie, c'est incroyable pour eux. Ça paraît pas beaucoup pour la personne qui donne, mais au bout de la ligne, ça fait un gros changement. Puis c'est ça qui est le fun. Puis ce petit 5-10 $ là, que tu donnes, là, mais c'est une leçon de vie également que tu te prends toi-même. Mais je pense qu'il faut pas négliger d'enlever le stress financier aux familles qui vivent ces problématiques-là. On peut pas s'imaginer ce que ça peut leur amener. Les parents doivent arrêter de travailler. Exact. Ou des deux parents. Complètement. On l'a tellement vu dans les différents La vie partages. se met sur pause bien malgré eux et ils accompagnent cet enfant-là dans une réalité que personne a souhaité. Messieurs, merci beaucoup. Steve, merci de donner cette visibilité-là, cette vitrine-là et de t'engager, de t'impliquer aussi concrètement et d'en faire beaucoup plus que ce qui est espéré et attendu de toi. Tellement plaisir, merci. Tu t'impliques, je vais le résumer comme ça, tu t'impliques auprès de la Fondation comme tu joues au hockey, c'est-à-dire à 800% à chaque fois, avec intensité, avec vigueur. Tassez-vous de là. Avec tassez-vous, Steve s'en vient. Et Marquis, merci de confirmer que c'est loin d'être fini, cette association-là. Ouais. On a besoin de partenaires comme toi pour, faire rayonner, mais aussi nous aider à renflouer les coffres à chaque fois de la Fondation des gouverneurs de l'espoir. On va être là. Merci. C'est très, très précieux comme partenariat depuis toutes ces années et que ça se poursuive encore longtemps. Et à vous qui nous regardez, merci de plonger dans l'univers de ce qu'est la Fondation des gouverneurs de l'espoir. Ce sont des jasettes de l'espoir dans le but de vous faire peut-être découvrir ou redécouvrir notre fondation, fondationdesgouverneurs.org pour tous les détails. Je vous dis merci d'avoir été là et à très, très bientôt. Vous trouverez tous les autres épisodes des Jasettes de l'espoir en format audio sur les plateformes de podcast Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts, et en format vidéo sur la page Facebook et la chaîne YouTube de la Fondation des gouverneurs de l'espoir. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve dans une prochaine Jasette.